Bonjour à tous. Alors on est parti pour 50 minutes pour parler de la transformation agile d'une grande entreprise. Comment faire. Et donc pendant que je voulais juste dire que c'est un vote de session du public qui a été fait pour choisir cette présentation. L'image n'est pas de moi, mais bon, j'assume, c'est l'organisation qui a fait cette image. En tout cas, je remercie les gens qui ont voté pour la session, ce qui va me permettre de partager ce que j'ai à dire sur le sujet. Pendant que je vais dire merci aux sponsors que vous voyez là, je vais faire un petit sondage rapide auprès de vous. Donc vous allez juste lever la main, qui fait partie d'une entreprise de moins de 100 personnes? Ok, donc j'en ai 10 à 20%. Qui fait partie d'une entreprise de 100 à 1000 personnes? J'en ai un tout petit peu plus. Et qui fait partie d'une entreprise de plus de 1000 personnes? Et j'en ai encore plus. Parfait. Très bien. Qui fait de l'agile? Pas mal. Qui fait de l'agile à l'échelle? Ah, très peu. Parfait. Bon, en tout cas, je sais un petit peu qui vous êtes. Bon, moi, je fais partie de la société Thales. Et donc, je vais démarrer la présentation. Alors, oups. Voilà. Un petit point d'interrogation, une petite point d'interrogation, c'est pas grave. Donc ma présentation est en 3 parties. Donc déjà, je vais exprimer le besoin, quel est le besoin que je veux résoudre dans cette présentation. Et puis on va voir un top 10 des difficultés qu'on rencontre. Et puis je vais vous donner 10 clés pour savoir comment mettre ça en œuvre dans votre entreprise. Alors je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, une grande entreprise? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est cette notion de grande entreprise. Donc pour moi, une grande entreprise, c'est une entreprise qui a des milliers d'employés partout dans le monde, qui a donc des centaines ou des milliers de projets et de produits. Donc ce n'est plus un projet, c'est des centaines de projets ou voire des milliers de projets. Donc derrière, forcément, des très très bons budgets. Grande entreprise, domaine d'activité varié, très varié. Certains potentiellement exotiques, je vais en citer un seul, le spatial par exemple. Des projets critiques, de toute façon tous les projets sont critiques, mais dans les grandes entreprises ils sont encore plus critiques. Et puis, donc la caractéristique des grands projets, c'est d'avoir à la fois du software, donc ça, le logiciel, tout ça, intégration continue, on connaît, du hardware. Alors là, par contre, intégration continue en hardware, c'est un petit peu plus compliqué. Malgré tout, dans le hardware, il y a des microcontrôleurs qu'on code, donc il y a un petit peu de software dans le hardware. Et donc fabriquer une carte, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et puis enfin, du système. Donc le système, c'est très simple. C'est du software, du hardware qu'on emboîte. Très bien. On en met plein. Voilà, ça fait un système. Donc on peut avoir des dizaines d'occurrences de la même machine pour pouvoir gérer les problèmes de charge, et on a potentiellement des milliers de machines fabriquées hardware et software qui entrent en jeu. Voilà. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une grande entreprise, on va rentrer l'agilité par la petite porte. On va faire un petit projet agile. Bon, ça c'est facile à faire. Hein. On met un petit peu de Scrum, pas plus de 9 personnes, bien sûr. Des XP, pratique XP, bien entendu, intégration continue, test auto. Bon, ça marche, forcément. Hein. Vous savez très bien que ça marche parfaitement. Donc c'est un succès. On est content. En fait, c'était peut-être un coup de chance. Bah oui, parce que le projet, on avait choisi, c'est un projet idéal. Les gens se connaissaient déjà. En plus, on ne les a jamais vus faire. Ils ont travaillé dans leur coin. On n'a jamais regardé ce qu'ils ont fait. Ils étaient 6 de toute façon. Bon, c'est un petit peu comme le village gaulois. Hein, c'est les autres. Puis de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Donc c'est totalement inapplicable dans nos autres projets. Et ça, je pense que vous avez déjà dû le ressentir. Donc pour ceux qui sont dans les grandes entreprises, vous avez ressenti ce genre de ressenti? Oui, non?
Allez-y, levez la main. Bon, pas mal, à peu près la moitié. Très bien. Bon, alors il faut aller plus loin. On fait quoi? Ah oui, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, la solution, elle est très simple, c'est les fameux frameworks à l'échelle. Donc les frameworks à l'échelle, bon, il y en a plein. Alors je vais me limiter à ceux qui ont été présentés dans des meet-ups français en 2015. Ça fait 3 mois. Alors, premier framework, SAFe, Scale Agile Framework. Vous avez l'URL, ça a été présenté le 12 février. Bon, ok, super. Deuxième framework, LESS, Large Scale Scrum. Donc ça a été présenté le 9 mars au French Sub, donc le meet-up organisateur du Scrum Day. Super. On a un troisième framework, Scaling Agile at Spotify. Vous allez avoir une comparaison entre celui-là et SAFe au Scrum Day, donc tout à l'heure cet après-midi. Bon, en réalité, il y en a des quantités. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut créer un nouveau framework. Moi, je pars du principe que parmi ceux-là, on en a forcément un qui est bien. Alors, dans l'entreprise, on ne va peut-être pas forcément en utiliser qu'un seul. Selon les contextes, on va peut-être utiliser plusieurs frameworks, mais on a des solutions. Bon, là, je vous ai listé 11 frameworks. Il y en a certainement plus, donc il y a l'embarras du choix. Donc c'est très bien, on a résolu notre problème. Fin de la conférence. Eh non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a la sacro-sainte résistance au changement. Et ça, des raisons pour ne pas changer, il y en a des quantités industrielles. Alors je vous avais dit que je vous parlerai de 10 points. Donc voici le top 10 des résistances au changement. Le premier, en quoi cela va impacter vos postes? Quel que soit l'endroit où vous êtes dans la hiérarchie, vous allez toujours vous poser cette question. Pour moi, ça change quoi? Il ne faut pas toucher à mon poste, je veux garder ma zone de confort. Donc la zone de confort, c'est tout à fait humain. Hein. Avec l'agile, on va sortir de cette zone de confort, c'est normal qu'on ait peur. Alors en plus, pour certains, le poste, vous avez eu un mal fou à l'obtenir. Donc en agile, on dit il n'y a plus de poste, il n'y a plus de droit, il n'y a plus tout ça. Donc vous avez eu du mal à avoir votre poste, et puis là on est en train de vous dire qu'on vous le retire. C'est pas forcément ça. Bon, en tout cas, en agile, ce qu'on recherche, c'est pas un poste, c'est pas un rôle, c'est une compétence. C'est la compétence que vous avez qui est importante, pas votre rôle. Alors justement, ça va être le deuxième point, qui est « je vais perdre mon pouvoir ». Vous êtes le chef, vous êtes en haut, vous décidez, c'est le pouvoir. Mais en fait, le pouvoir, est-ce que c'est vraiment ça? Le vrai pouvoir en agile, c'est l'art et la capacité d'avoir un consensus, d'être reconnu comme étant la personne de référence. Donc c'est pas « je vous donne des ordres », c'est « je vous aide et vous me reconnaissez parce que j'ai les compétences pour vous aider ». Donc quel que soit votre poste, votre pouvoir, c'est être reconnu par les autres et c'est partager votre connaissance. Ce n'est pas la peine de la garder pour soi, votre travail, c'est de la partager. Troisième résistance, c'est qui le chef des développeurs? Ça, on l'a encore sorti récemment. C'est qui le chef des développeurs? Ben oui, parce que s'il y a un problème, sur qui on va taper? Il faut taper sur le chef. C'est tellement rassurant. En agile, il n'y a plus de chef. Donc on ne peut plus taper. Alors, ça rassure, je suis d'accord avec vous, ça permet d'avoir un coaching ball, mais en fait, c'est complètement artificiel. C'est artificiel parce que le chef, la seule chose qu'il va faire, c'est transposer son stress qu'il reçoit à l'équipe. Donc finalement, ce n'est qu'un passeport. Ah oui, l'équipe en agile, elle est responsable. Mais l'auto-organisation des équipes, je n'y crois pas une seconde. Ça ne peut pas marcher. Alors, une équipe, pour rappel, elle est censée être pluridisciplinaire. C'est-à-dire avoir toutes les compétences pour réaliser la fonctionnalité. Donc des compétences d'architecture, des compétences de développement, des compétences de test et des compétences de management.
la fibre de manager doit être dans l'équipe. Sinon, l'auto-organisation ne peut pas fonctionner. Donc, si vous n'avez pas une équipe qui s'auto-organise, c'est que vous n'avez pas pris la bonne pluridisciplinarité dans votre équipe. Des exemples de choses qui fonctionnent en équipe auto-organisée, il y en a des quantités industrielles, ça marche. Il faut le vivre une fois pour comprendre que ça marche. L'auto-organisation va créer de la motivation va créer de l'engagement, et l'engagement va créer de la performance. Ça marche. Le cinquième point, cinquième résistance, mon projet est beaucoup trop compliqué pour ça. Vous travaillez tous, moi y compris, sur des projets compliqués. C'est toujours compliqué. Mais moi, c'est pas pareil. Si c'est pareil, votre projet est toujours compliqué. Alors, vous avez des besoins qui ne sont pas clairs. Vous ne savez pas trop encore comment faire le truc. Vous avez de la concurrence. Autre point important, il faut sortir vite. Vous avez besoin donc d'une forte réactivité. Et bien, c'est justement ça ce que l'agile vous apporte. Quand le besoin n'est pas clair, quand on ne sait pas trop comment on va le faire, l'agile est là pour vous. Donc quand votre projet est compliqué, justement, allez vers l'agile. Autre résistance, les indicateurs d'avancement de l'agile sont imprécis. Ben oui, parce qu'avant, moi j'avais mon Gantt avec les jours. Puis en agile, ils nous ont introduit des points. Alors les points, c'est gentil, mais ça ne parle pas. Ok, alors revenons un petit peu dans l'histoire. Pourquoi on avait des jours? Pourquoi on est passé au point? Je vous rappelle qu'on vous demande au début d'un projet de faire une estimation. Une estimation, c'est pour pouvoir déterminer quelle taille d'équipe il faut pour pouvoir réaliser le projet. Une estimation, ce n'est pas un engagement. Quelque part, quand vous donnez votre estimation au jour up, vous avez un engagement. Ben oui, si vous ne respectez pas les jours up, c'est que votre estimation, elle n'était pas bonne. Donc vous vous engagez quand vous donnez des jours up. L'intérêt des points, c'est justement de séparer les estimations qui ne sont que des estimations et l'engagement qui est ce qu'on va réaliser. Alors, une estimation, pour rappel, au début d'un projet, avant le début d'un projet, elle est faite sans savoir quelle équipe vous aurez, sans savoir les compétences que vous aurez. Donc forcément, ce n'est qu'une estimation. On ne peut pas se tenir à ça comme étant un engagement. Alors, un des défauts de l'agile, c'est que l'indicateur d'avancement, les release burn-up et des choses comme ça, sont basés sur la vélocité passée. Donc avant d'avoir fait 3-4 sprints, les indicateurs sont très imprécis en agile. Ça, c'est vrai. Par contre, après, vu que les indicateurs se basent non pas sur une estimation, mais sur la production réelle de l'équipe, la projection qu'on a vers l'avenir, elle est beaucoup plus fiable que les jours. Et au final, vous avez beau utiliser des points qui ne vous parlent pas, et ben c'est plus précis que les jours, et en général, les alertes que vous avez arrivent plutôt en points qu'en jours. Septième résistance, quel est le retour sur investissement de l'agile? Alors là encore, une grande question. Ben oui, si je veux investir vers l'agile, il ne faut pas se leurrer, vous allez perdre de l'argent. Il faut mettre en œuvre l'agilité, équipe par équipe. Et donc ça coûte. Pendant le sprint 0, le fameux sprint 0 dont on parle, je vous rappelle, c'est un sprint sans objectif fonctionnel. C'est-à-dire que pendant une certaine période, vous ne développez rien, vous ne faites rien. Vous êtes en train de construire l'histoire, construire les environnements de travail, construire les outils, mettre en place les outils, etc. Vous êtes en train de bâtir votre performance. Pendant ce temps-là, vous ne faites rien. Donc forcément, au démarrage du projet, à T plus 2 mois, vous perdez de l'argent par rapport à un projet classique. Mais ce qu'on recherche dans l'agile, c'est la performance. Donc la performance sur la durée. Donc une fois que votre projet il a été mis en place, vu que toutes les règles du jeu ont été définies, la performance va venir derrière. C'est ça le gain de l'agile. Au final, votre projet, vous avez deux options. Le premier, c'est vous avez tenu votre budget. Bah ouais, ok, donc vous avez plus de budget, ça sert à rien l'agile, ça n'a rien rapporté. Le but, c'est pas faire des économies en agile, c'est de tenir le budget. Je vous rappelle que près de 45% des projets, toutes
technologies confondues et toutes méthodologies confondues, agile y compris, 45% des projets dépassent les budgets. Donc moi, quand je vois qu'un projet tient un budget, déjà, je trouve que c'est un succès. Je rappelle, qu'on soit agile, qu'on soit cycle en V ou pas, on a au moins 45% des projets qui dépassent le budget. Alors, maintenant, vous dépassez le budget. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la faute à l'agile, c'est le bouc émissaire. Donc, quel est le retour sur investissement de l'agile? Moi, en tant que coach, j'ai un mal fou à répondre. Parce que soit j'ai tenu le budget et on me dira, ouais, en cycle en V, on aurait fait pareil, soit je dépasse le budget et c'est forcément la faute de l'agile. La réalité, et ça, c'est des choses qu'on dit off dans le couloir, c'est, ouais, dans mon cycle en V, d'habitude, on fait plutôt des Mac 4, des Mac 5, voire des Mac 10, j'ai entendu. Donc c'est dépassé par 4, 5 ou 10 le budget initial. Bon, bah, quelque part, même si on fait Mac 2 en agile, c'est un succès. Je vous rappelle, on parle de très gros projets, hein. Je ne parle pas d'un petit projet. Allez, top 8, les managers ne voudront jamais. Alors, l'illustration, il a un costume cravate, ça pourrait ressembler à un manager autiste, mais il ne faut pas croire que les managers sont autistes. Les managers sont des gens qui sont très pragmatiques, qui comprennent vite, et qui vont vite comprendre leur intérêt dans l'agile. Par contre, ils ont peut-être besoin d'aide, d'accompagnement, ça c'est une possibilité, parce que souvent, dans les organisations, on a des organisations matricielles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une organisation matricielle? C'est qu'on a des chefs par compétences. Et donc pour pouvoir réaliser un projet, il va falloir puiser des personnes de chaque service. Donc chaque personne, ça je l'ai vécu dans une de mes équipes, chaque personne dépend d'un chef différent. Et ce chef, lui, il a un objectif, c'est tenir un périmètre dans son domaine de compétences. Donc vous avez un projet complet, vous avez des tranches, et vous avez les managers qui suivent leur tranche, et juste leur tranche. La tranche d'un côté, c'est pas mon problème, moi c'est ma tranche. Alors forcément, en agile, on essaie justement d'avoir de la pluridisciplinarité, que tout le monde travaille ensemble pour un seul unique objectif, le sens du client. Et dans une organisation matricielle, c'est pas simple. Mais les organisations matricielles, ça change, c'est en train de changer. On a de plus en plus d'organisations centrées vers le client. Alors si le manager ne veut pas, veut bien, c'est le client qui ne voudra jamais. Alors je vous rappelle que le client, lui, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est avoir son produit opérationnel à la fin. Alors après, il y a un contrat, etc., etc. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir son produit à la fin. Donc forcément, si vous allez lui dire on va faire différemment, la première chose que le client va dire, c'est non. Bon, vous avez des clients qui sont proactifs, qui sont déjà agiles, c'est bien. Vous en avez qui ne le sont pas du tout. Vous ne pouvez pas dire, bon, mais croyez-moi, faites-moi confiance, l'agile, ça marche. Alors, avec de la chance, le client va vous faire confiance, mais ce n'est pas acquis, il faut lui prouver la confiance. Mais la plupart du temps, vous aurez un client qui va plutôt être défiant, qui va dire non. Donc comment on fait? C'est très simple, vous allez lui montrer son intérêt, et son intérêt, il va passer par la démo. Donc vous allez commencer, comme vous pouvez, sans l'aide du client, à faire une démo. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez 3 semaines plus tard refaire une autre démo, très bien. Au bout de 2-3 mois, le client il va commencer à se dire mais c'est intéressant, vous livrez des trucs et ça marche. Et là, il va rentrer dans votre process et il va se rendre compte que l'agile, c'est une relation gagnant-gagnant entre le client et le fournisseur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation perdant-perdant? Perdant-perdant, ça veut dire si tu changes ton besoin, avenant. Si par contre je ne livre pas à temps, pénalité. On paye, on paye. Une relation gagnant-gagnant, c'est j'accueille ton besoin, pas de souci. J'accueille ton besoin, pas de problème. Par contre, si je suis en retard dans ma livraison, pas de problème aussi. Mais on va y trouver notre compte parce que ce qu'on va livrer, c'est vraiment ce que tu veux. On va adapter ton besoin au jour le jour et te livrer ce qu'il faut. Et la dernière résistance, ça fait 25 ans que je fais comme ça, pourquoi je changerais? Et ça, on l'a fait. Ben moi, je vais juste vous dire une chose, c'est que Scrum fête ses 20 ans aujourd'hui. Et oui, c'est pas tout jeune.
Et XP fête ses 16 ans aujourd'hui. C'est pas tout jeune non plus. 25 ans en informatique, c'est très long. Alors, petit sondage rapide, mais ça je pense que tout le monde va le dire. Vous avez vécu au moins une de toutes ces résistances au changement? C'est bien, quasiment tout le monde lève la main. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut donner à tout le monde l'envie d'y aller. Et le moyen d'y aller, c'est d'avoir un plan de transformation agile. Alors là, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais alors le mot plan, agile, tout ça, ça ne va pas parce qu'un plan, c'est rigide. » Alors un plan, c'est plutôt une direction. Donc moi, je vais vous donner 10 clés. 10 clés d'un plan de transformation réussi. La première clé, c'est d'avoir un manager, donc très haut placé, un sponsor très haut dans la hiérarchie. Ce sponsor va être un petit peu le VRP de la mise en œuvre de l'agile dans votre organisation. Donc il va devoir faire le tour de toutes vos entités, dans tous les pays si vous êtes une entreprise internationale. Et s'il n'y a pas ce sponsor, il n'y a pas de légitimité. Donc avant de commencer une transformation agile dans un groupe, il faut en haut lieu avoir le sponsor. Le sponsor qui va faire son boulot de VRP. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir un plan de transformation défini et publié. Donc il faut avoir une stratégie. Alors, je rappelle, en agile, on est dans l'empirique, donc la stratégie, elle doit être écrite, mais il ne faut pas tout écrire. Il faut donner des directions. On veut aller vers là. Stratégie à 5 ans, stratégie à 10 ans, on veut aller vers là. Si votre stratégie, c'est de dire vous faites du safe, vous faites du scrum et rien d'autre, c'est pas une bonne stratégie parce que là, vous êtes dans la solution. Par contre, si votre stratégie, c'est de dire on va faire une transformation agile d'abord sur le software, ensuite sur le hardware et enfin sur le système, ça peut être une stratégie. Je ne vous ai pas dit que c'était la bonne. Troisième clé, il faut une équipe dédiée à la transformation. Donc, qui dit équipe dédiée, dit de l'argent. Voilà. Il faut des gens qui sont payés juste pour ça. Donc, ça veut dire que ça coûte de l'argent une transformation. Et ça, c'est super important. On ne peut pas faire une transformation sans investissement. Donc, il faut des gens qui sont dédiés à la tâche de transformation, qui vont faire leur travail de VRP eux aussi, soutenus par le sponsor, et qui vont répondre aux questions, et surtout qui vont donner le rythme. Ils sont là pour donner un rythme, une cadence, pour montrer qu'on avance, qu'on va vers cette transformation. Donc ces gens-là sont très importants. Alors combien de personnes dans cette équipe? Ça dépend de la taille de votre entreprise, ça dépend du nombre d'entités, du nombre de pays, etc. bien entendu. Mais au minimum, je dirais, un représentant local par site. Et puis après, peut-être plus, ça dépend de la taille des sites. Quatrième clé, agir à tous les niveaux de l'organisation simultanément. Si vous ne faites qu'à un seul niveau, que les équipes de développement, ça ne suffira pas. Donc il faut agir en bas, le middle management, le top management, et là je prends une hiérarchie verticale, mais il faut aussi agir au niveau des services. L'agile, ça implique tous les services, y compris les RH. Il faut impliquer les syndicats aussi. Les syndicats ont leur mot à dire. Alors n'oubliez pas de rappeler aux syndicats, et en général ils comprennent cette chose-là, n'oubliez pas de leur rappeler que l'humain est au centre de l'agilité. Alors je ne vous ai pas mis mon slide de formation, mais en fait j'ai repris les 12 points du manifeste agile et j'ai souligné tous les mots qui sont en rapport avec l'humain. Et vous allez vous rendre compte que près de la moitié, si ce n'est pas les 2/3 des points, sont en rapport avec l'humain. Et vous avez un manifeste qui parle de l'humain, là où avant on parlait sans arrêt de procédure, de process. C'est quand même très fort l'agile pour ça. Alors j'ai eu une équipe qui a dit, moi je démarre l'agile qu'après la formation, il faudra que ce soit voté au CHSCT. Je me suis dit, oula, attention. Et j'ai eu une unanimité après la formation, ça m'a fait plaisir. Donc
D'habitude, on entend toujours ces gens qui disent ils feraient tout, ils empêchent tout. Mais non, c'est pas toujours vrai. Des fois, ils vont aussi vers le bon sens. Et l'agile, au final, ce n'est que le bon sens. Après, les problématiques d'open space, tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut des formations agiles adaptées. Alors, quand je dis adaptées, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau hiérarchique, en fonction de votre type d'activité, vous n'allez pas avoir besoin du même vernis sur l'agile. En tout cas, la formation, pour moi, c'est la théorie. Et la théorie, on ne peut pas passer en pratique sans connaître la théorie. Alors, pour une formation d'équipe de réalisation, c'est plutôt de suivre une formation de 3 jours. Pour des managers, c'est plutôt 1 ou 2 jours, ça dépend du niveau de manager. Pour les gens transverses, 1 jour. Et puis forcément, pour chacune de ces formations, le discours va être adapté à la population. Alors on a des difficultés sur une certaine formation, c'est qu'on a mis toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas équipes de réalisation. Et donc du coup, ces gens-là viennent de services très différents et c'est très compliqué parce qu'ils attendent des choses différentes de l'agile. Et donc faire des formations avec des populations très hétérogènes, c'est compliqué. Donc adaptez vos formations. Alors évidemment, il faut des coachs. Et des bons coachs. Ceux-là par exemple. N'est-ce pas? Donc coach agile, coach XP, coach à l'échelle, coach de tout ce que vous voulez, pas forcément que l'agile, mais soyez accompagnés par des experts. Alors vous pouvez très bien y arriver en essayant, mais la présence d'un expert va vous permettre d'aller directement vers le bon chemin et arriver plus vite au succès. Et ça c'est indéniable, hein. Les projets qui ont été suivis par des coachs arrivent à mieux fonctionner que les projets qui n'ont pas été suivis avec des coachs. C'est assez systématique. Donc je n'ai pas dit que coach agile, un coach sur toutes les disciplines. Intégration continue, comme on fait un test auto, comme on fait du TDD, etc. Alors, 7e clé, le référentiel qualité adaptée. Donc je suppose que si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez un référentiel qualité à suivre. Bon, c'est très bien, puisque ça permet de savoir ce qu'il faut suivre. Qu'il soit bien ou pas bien, ce qu'on retire du référentiel qualité, c'est qu'il permet au moins traiter les questions qui doivent être traitées dans le cadre d'un projet. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, votre référentiel, s'il date un petit peu, il n'est pas adapté à l'agile, et donc faire de l'agile en suivant le référentiel, ça peut être potentiellement faire du grand écart. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la refonte de ce référentiel, parce que si vous avez un référentiel agile, forcément, ça va beaucoup plus facilement se passer. Alors, impliquer les quality managers. Vous savez, vous avez des quality managers qui sont juste là à faire des cases à cocher. C'est pas très grandiloquent comme travail. Et il y a d'autres quality managers qui sont là pour vous accompagner pour aller vers la qualité. Petit rappel, in agility, quality is key. Le but, c'est de livrer à chaque itération un produit fonctionnel avec la qualité. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. Le 8e point. Faites une communauté agile. Une communauté agile avec des animateurs, là encore, comme pour la transformation, il faut un petit peu d'investissement. Alors, c'est une communauté qui doit être libre. Libre d'accès, libre d'expression. La plupart du temps, si on ouvre un espace d'expression, les gens, on va dire les gens de la base, vont pas oser écrire parce qu'ils vont avoir peur de se faire taper sur les doigts. Donc, si c'est un lieu où on va se faire taper sur les doigts, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut créer un lieu de communication parce que les bonnes pratiques, les échanges, les questionnements, etc., doivent être partagés, toute entité confondue, toute région confondue, etc., etc. Donc, cette communauté va être le lieu fédérateur qui va vous permettre de vous assurer que ça fonctionne. Donc il faut des animateurs pour pouvoir donner là encore un rythme, et il faut des outils, un outil de communication, donc ce qu'on appelle les fameux réseaux sociaux d'entreprise. Alors je vais vous en citer
un ou deux, enfin 3 ou 4, Yammer, Blue Kiwi, donc vous avez la notion de wiki, vous avez la notion de blog aussi qui peut exister, les newsletters bien entendu, et puis un élément aussi très important parce que ça paye, c'est faites des vidéos. La vidéo c'est vraiment quelque chose qui marque et qui reste dans le temps. Donc ne négligez pas les vidéos, c'est vraiment important. Donc grâce à cette communauté, les gens vont pouvoir se retrouver dans cette thématique. D'ailleurs, vous pouvez créer des communautés pour d'autres choses, mais là le sujet c'est transformation agile, donc on va parler d'une communauté agile. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette communauté? Parce que se regarder dans le blanc des yeux c'est bien, mais il faut que ça vive, il faut qu'il y ait cette énergie, ce dynamisme. Et donc, faites des événements, bien entendu, réguliers. Et là, des événements, vous avez une quantité de possibilités. Alors j'ai un coach qui m'a donné une idée, c'est si votre entreprise est internationale, ça veut dire qu'à toute heure de la journée, votre entreprise travaille avec les différents fuseaux horaires. Donc pourquoi vous n'organiseriez pas les 24 heures de l'agilité live? Donc un feed vidéo live, chaque région prend certaines heures et on fait ça pendant 24 heures. Toutes les régions sont représentées. Donc là, bien entendu, avec de la vidéo. Alors si vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose d'aussi ambitieux, vous organisez des conférences thématiques pour rentrer en détail sur un sujet particulier. Vous faites des visites d'équipes, donc des équipes agiles qui vont voir d'autres équipes agiles pour voir comment les autres équipes fonctionnent. Et on tourne, on fait ça tous les mois par exemple. Vous pouvez faire donc une journée agile comme le Scrum Day, et en interne, j'ai vu qu'il y avait une société, grosse société qui organisait ça, je trouve ça très bien. Vous la trouverez si vous cherchez sur l'avenir le site où il y a toutes les conférences du Scrum Day. J'ai trouvé ça très très bien. Et puis les open space. L'open space c'est génial. Vous allez en vivre un demain. Faites ça dans votre entreprise. Un recueil d'idées, un recueil d'échanges, un recueil de... Voilà, faire parler tout le monde. Ça c'est super aussi. Et puis, participer aux conférences qui ont lieu à l'extérieur, donc ce qu'on appelle les meet-up. Il y a un site comme ça, meetup.com. Il y a plein de conférences qui sont intéressantes dehors. Donc participer à ces conférences, c'est vraiment bon. Et puis remonter les retours d'expérience, bien sûr, sur votre réseau social. Ok? Et donc on va attaquer le dernier point. Le dernier point, c'est partager. Donc, il y a une équipe qui a eu une idée géniale, qui a réussi à faire un truc qui marche. Partagez-le aux autres via cette communauté. Donc, des retours d'expérience, ça a fonctionné comme ça. Des bonnes pratiques, ça, cette technologie-là, ça fonctionne. Donc, les retours d'expérience, c'est important d'avoir des retours d'expérience qui sont rédigés par des personnes de rôles différents. Un retour d'expérience vu par un manager n'est pas le même que le retour d'expérience sur le même projet vu d'un développeur, vu d'un testeur. Donc tous les gens, tous les rôles, toutes les compétences sont susceptibles de faire des retours d'expérience pour leurs pairs, leurs homologues. Alors vous avez, grâce au Scrum Day, et ça je trouve génial dans le Scrum Day, vous avez des retours d'expérience. C'est génial, sauf que soit c'est des retours d'expérience étrangers, c'est loin, soit c'est des retours d'expérience d'autres entreprises que la vôtre. C'est un peu moins loin, mais ça reste loin. Les retours d'expérience dans votre entreprise, il n'y a rien de plus valorisable. Moi, on m'a dit, ouais, mais alors l'agile c'est bien, mais dans notre contexte à nous, dans notre type de métier, ça ne peut pas marcher. Et là, si je n'ai pas de retour d'expérience dans leur type de métier, je ne sais pas quoi répondre. Donc c'est très important le retour d'expérience parce que ça rassure et ça donne envie d'y aller. Donc pour les gens qui sont un petit peu réticents, qui n'osent pas mais qui sont sur les starting blocks, on y va. Et les bonnes pratiques, alors ça je le vis encore et ça me fait halluciner, mais bon, voilà, on doit utiliser tel logiciel, c'est bien, super, je ne vais pas vous dire le logiciel, mais ça peut marcher avec n'importe lequel. Ok, comment on l'utilise bien? Ok, c'est bien, j'ai accès, je me log, j'ai les écrans, super, comment j'utilise bien? Qui peut m'aider pour bien l'utiliser? Et là, il n'y a personne, je ne sais pas qui contacter. Donc bien entendu, grâce
à cette communauté que vous allez créer, vous saurez qui est compétent sur ce logiciel, qui sera prêt à aider pour vous accompagner sur ce logiciel. Voilà. Donc, la transformation agile d'une grande entreprise, comment faire? Je suis Franck Mellet, je suis coach agile à Thales. Vous allez avoir tous les slides, toutes les vidéos sur mon blog, bol.fr, je vous invite à y aller. Et puis si vous voulez être ami avec moi, sur la droite, il y a tous les réseaux sociaux où je suis inscrit et puis vous m'ajoutez. On a traité du top 10 des résistances au changement. On a parlé de 10 clés d'un plan de transformation réussi. Et j'insiste bien, ce ne sont que des clés, donc des grands principes. Mais quelque part, en adressant tous ces sujets-là, vous allez avoir plus de chances de réussir une transformation dans votre entreprise. Je ne suis pas là pour réinventer des frameworks qui existent et que vous allez très certainement exploiter des frameworks à l'échelle. Vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Mais ça, je ne suis pas là pour réinventer un nouveau framework. Et je vous remercie et je suis donc ouvert à vos questions. Oui, j'ai une question concernant dans les transformations d'entreprise, forcément. Il y a tout ce qui est architecture, tout ce qui est les domaines. Justement, leur garantie, c'est un peu garantir une certaine sécurité sur des systèmes d'information de ce projet à long terme. Comment on fait pour les incorporer, pour qu'ils prennent conscience que ça peut leur apporter aussi quelque chose pour eux? Alors, les architectes. Mon nouveau chef est architecte. Ça tombe bien. Donc, les architectes, dans leur tour d'ivoire, qui pensent tout seuls et qui ensuite disent voilà, faites comme ça, c'est pas très bien. Donc, dans cet état d'esprit-là, je ne suis pas fan. Par contre, la compétence d'architecte, elle est indispensable. Et dans le sprint 0, on dit il faut faire une architecture minimale. Ça veut dire que si vous commencez à coder quelque chose et que vous n'avez pas le minimum d'architecture, vous allez de toute façon vous planter. Donc l'architecte est quelqu'un qui est indispensable. Mais c'est sa compétence qui est indispensable. Donc l'architecte, il va falloir trouver un moyen de l'immerger dans les équipes, faire en sorte qu'il travaille avec les équipes, avec leurs problématiques, qu'il soit réactif au quotidien avec les problématiques de l'équipe, et surtout qu'il accepte de se faire challenger par les équipes qui ne sont pas architectes. Mais il ne faut pas que ce soit dans le sens je sais tout et les autres savent rien, c'est un échange, et cette richesse d'échange va faire que vous aurez une architecture robuste. Mais dans une équipe pluridisciplinaire, on a toutes les compétences, dont l'architecture, et le rôle d'architecte, la compétence d'architecte sera là pour garantir la stabilité du système. Si je peux me permettre, sur ce même thème, je ne sais pas comment vous êtes organisé chez Thales. Est-ce que c'est matriciel, c'est-à-dire qu'on peut déléguer des gens dans une équipe temporairement, je ne sais pas le terme exact. Alors chez Thales, c'est une transformation en cours, Ouais. on a un petit peu des deux. Oui, forcément. C'est pas simple, mais ça se fait pas en 5 minutes, une transformation d'un groupe. Ça s'organise. C'est une stratégie à 5 ans, une stratégie à 10 ans. Donc en tout cas, déjà, si on commence déjà à se recentrer sur le client et d'avoir des managers qui arrivent à avoir un groupe de personnes en dessous qui sont capables tous ensemble de satisfaire des clients et pas les fameuses tranches dont je parlais tout à l'heure, déjà là c'est un grand pas. Après, les frameworks sont là justement pour faire que les gens dialoguent ensemble et travaillent ensemble. Bonjour. Dans le plan de transformation, les 10 clés, est-ce qu'on pourrait trouver peut-être un endroit où on pourrait avoir une analyse de l'existant, de comment déjà on travaille, et afin de détecter les comportements agiles qui sont naturels aux gens, afin de s'appuyer là-dessus? Alors, lors de la création de la communauté agile, on était un petit groupe au départ, on s'est dit tiens, ce serait bien de faire une communauté agile un peu plus large. Et puis on a commencé à chercher un petit peu partout. Et puis c'est là qu'on a découvert qu'il y avait de l'agilité déjà un peu partout. Et
le simple fait de faire l'effort de se renseigner fait qu'on découvre que des pratiques sont beaucoup plus largement répandues qu'on le croit. Donc, via la communauté, vous allez pouvoir trouver des personnes qui partagent déjà ces principes-là, et via les RETEX, vous allez potentiellement pouvoir identifier les pratiques que l'on a et comment ça peut se faire. Donc en tout cas, c'est cette communauté qui va vous permettre d'aller vers cette transformation on a un état initial et on va vers cet état final. Est-ce que j'ai répondu? En fait, je pense que ça pourrait aussi rassurer des gens résistants en pointant du doigt les comportements qu'ils ont qui sont déjà agiles et pour les rassurer sur le fait que c'est pas mal non plus chamboulé complètement leur manière de travailler. Ouais. C'est ce que je disais, les RETEX sont là pour rassurer. Donc en tout cas, même si moi je ne fais pas ça, si je sais que mon voisin qui est dans ma même boîte et qui fait à peu près le même boulot que moi le fait, je vais aller plus facilement le faire vu que j'ai déjà un exemple. Les gens, si vous présentez l'agilité à des gens qui n'en pratiquent pas, ils vont dire ouais c'est génial mais je veux pas être le premier qui commence. On verra les autres et puis après je suivrai. Donc grâce à ça, on pourra faire démarrer des gens qui sont sur les starting blocks et qui ne demandent qu'à y aller. Voilà, j'ai une autre question ici. J'ai madame à l'avant d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, j'appartiens à un groupe qui s'appelle GDF Suez. Ouais. Donc, et ma question, c'est j'en pense en fait sur les clients ne voudront jamais. Mais donc, si le client veut, et comment créer un partenariat agile avec les prestataires? Parce que, on disait, vous disiez tout à l'heure, oui, il faut accepter que le besoin peut évoluer. Mais bon, s'il évolue, il faut le payer. Comment on crée ce partenariat agile avec les prestataires? Ouais. En fait, c'est exactement alors, prestataire, ça veut dire société extérieure qui travaille pour vous. Il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est on prend une personne qu'on intègre dans une équipe. Bon, ok, c'est de la main-d'œuvre en plus, très bien. Et puis sinon, le deuxième type d'organisation, c'est on va leur donner un périmètre, donc un sous-projet à faire, complet, et ils se débrouillent. Donc sous périmètre, ça veut dire créer un projet agile, tout simplement. Et puis, il faut créer la relation product owner, équipe de réalisation. Si c'est une grosse société de prestation avec plein de gens, on va faire du Scrum à l'échelle, mais on est dans la même logique, avec la même notion de responsabilité, de livrable, etc. Donc ça marche très bien. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est vous prenez une personne unique au forfait que vous intégrez dans une équipe agile. Parce que dans la description du forfait, vous êtes obligé de décrire les missions exactes qu'elle doit réaliser. Et en fait, quand elle rentre dans l'équipe, son objectif, c'est livrer ce que l'équipe a pris comme engagement. Donc suivre des forfaits de personnes toutes seules, c'est très compliqué. Donc après, en travaillant sur les formulations, on peut s'arranger que le forfait dise que la personne doit contribuer à l'effort de l'équipe et livrer l'engagement de l'équipe. Voilà. Donc c'est pas simple, cette problématique de sous-traitance. Et puis il y a encore une autre notion qui est la loi, c'est le fameux délit de marchandage. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, quand ça m'est tombé dessus, le délit de marchandage, c'est vrai que ça peut poser un petit souci avec l'agile, c'est pas très compatible. Donc après, ça se discute, ça se négocie. C'est des sujets un petit peu pointus qu'il faut réellement travailler. Moi, je voudrais revenir sur la quatrième clé, sur tous les niveaux d'organisation. Ouais. Et donc, pour vous évoquer, on parle souvent de logiciel, ce qui m'intéresse aussi partir de la systémique. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez fait ce coup-là. Est-ce que c'est tout en même temps? Est-ce que c'est step by step? Ouais. Donc, déjà, les systémiers, déjà, ils ne sont pas contents. Parce que l'agile, souvent, ça vient du logiciel, donc d'en bas, les gens d'en bas. Et puis, ils sont en train de les pousser et les secouer, et ils n'ont rien demandé. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on a un conflit. Et
ça, avant même de commencer de discuter, on a déjà un problème. Donc là, ça c'est déjà un souci. Après, la problématique systémique, les frameworks à l'échelle répondent en partie à ces problématiques-là. La difficulté, c'est comment l'introduire. Donc effectivement, si vous faites d'abord du logiciel et puis que ça va impacter forcément les systémiers et que vous allez dire aux systémiers, il faut que vous nous suiviez, vous n'avez pas le choix, vous allez être dans le conflit, donc il faut anticiper ce conflit et commencer à travailler avec eux beaucoup plus en amont. En tout cas, il s'avère qu'aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que les systémiers, ils ont encore des difficultés à aller vers l'agile, mais ça y va. J'ai quelques exemples d'entités où ça commence à bien fonctionner. L'intérêt, la clé pour impliquer les systémiers dans le process, c'est de leur dire que vous livrez régulièrement un produit opérationnel et que si la qualité est effectivement au rendez-vous, les bugs seront peu nombreux. Et ça, forcément, ça va se ressentir et ça va les attirer vers le processus agile. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Là encore, le travail avec les systémiers est un sujet à prendre en compte. Vous avez quelques success stories à ce niveau-là? Oui, j'en ai quelques-unes. J'ai notamment l'exemple d'un projet qui avait déjà 5 ans d'âge. En fait, ils se sont réunis et ils se sont rendus compte que chaque mois, ils prenaient 2 mois de retard. Donc, en gros, on ne livrerait jamais. Le client, forcément, très mécontent. Les ponts étaient coupés tout simplement avec le client. Donc, vu qu'il n'y avait plus de relation humaine avec le client, l'entreprise a pu décider de passer à l'agile en interne. Donc 170 personnes, c'est déjà pas mal comme taille de projet. Et donc ils sont passés à l'agile, etc., etc. Quelques mois se sont passés, 3-4 mois, 6 mois il me semble. Et puis, comme ils ont entendu qu'il y avait des démos et que ça marchouillait, ça avait l'air de marchouiller, on a réussi à convaincre une personne du client à venir sur le projet, pour juste assister à la démo. Et puis, il a vu que ça marchait. Donc, il a fait venir un deuxième copain, puis un troisième copain. Et puis, on a commencé à avoir 4-5 personnes du client. C'était sympa. Et puis, au final, il y avait 14 équipes, je crois, et donc un PO de la société de réalisation par équipe. Au bout de 3 mois de plus, chaque PO avait en terre un PO côté client qui venait les accompagner. C'est-à-dire que le client, qui était en plus étranger, donc loin, il est venu à une personne, il a vu que ça marchouillait, il a commencé à s'intéresser, il a fait venir 2-3 copains, et puis après ils étaient 15, et puis au final, on a travaillé ensemble. Et la success story, avec du retard bien entendu, parce que c'est un projet compliqué, la success story, c'est que c'est pas simple. Il me reste 2 minutes. J'ai une question derrière, une question devant, et je suis désolé. Bonjour. En fait, moi j'ai l'occasion de travailler en tant que coach dans un groupe qui a déclenché justement une transformation agile. Ouais. Et en fait, il y a une des clés qui pour moi est essentielle et que je ne retrouve pas forcément dans la liste des clés que vous avez J'en ai éliminé quelques-unes. Et celle dont je parle, en fait, c'est le sentiment d'urgence, en fait, qui va potentiellement déclencher une prise de conscience dans les équipes, pour justement prendre conscience justement qu'il y a besoin de partir sur cette transformation très rapidement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment très fort dans l'organisation pour laquelle je travaille. Et voilà, je voulais savoir par rapport à votre expérience chez Thales, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est quelque chose qui justement vous a terminé parce que vous avez pensé? Sur l'exemple que j'ai donné il y a quelques instants, ce que je disais, c'est qu'on a constaté qu'on n'arriverait à jamais livrer. Donc là, on est dans l'urgence. Le client ne parle plus avec lui, on est dans l'urgence. Donc c'est ça qui a déclenché la mise en œuvre de l'agilité. Je dirais que c'est la dernière raison valable pour démarrer. Ce n'est pas une bonne raison de démarrer, mais c'est la dernière raison valable pour démarrer. Souvent, effectivement, on commence à aller vers l'agilité quand on n'a plus le choix et qu'on est dans la... c'est pas une bonne approche. Un plan de transformation, c'est quelque chose d'assumé et d'anticipé. C'est pas, on n'a plus de solution, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il nous reste que l'agilité. Voilà, donc quelque part, la situation d'urgence,
on est déjà après, c'est déjà trop tard. Mais c'est un moyen de commencer. Et sur un autre exemple de projet, donc pareil, une centaine, 120 personnes, ils ont fait, donc on leur a dit, il faut que vous livriez dans 1 an et demi. Ok, très bien. Ils ont fait un rétro-planning, cycle en V. Ils ont vu que ça prenait 5 ans. Ils se sont dit, c'est pas possible. Ah oui, mais il faut absolument le livrer dans 1 an et demi. Bon, bah, du coup, ça a été une raison de démarrer vers l'agilité. Ils n'étaient pas dans l'urgence, mais quelque part, c'était urgent parce que la date d'échéance était immuable et vu tout le boulot qu'il y avait à faire, seul l'agile permettait d'avancer et ça a été une success story sur ce projet-là. D'ailleurs, le Retex aura lieu cet après-midi au Scrum. Alors, je vois pas. Est-ce que je peux prendre une dernière question ou pas? Juste une. Oui, bonjour, Christophe Rappé-Nictel. Ouais. Concernant le plan de transformation, quelle est la boucle de rétroaction et comment le sponsor apprécie l'évolution de cette transformation et où on en est dans cette transformation? Alors déjà, on dit toujours utiliser vos pieds. Déjà, il va sur le terrain. Donc, son rôle de VRP, dont je parlais au tout début, c'est aller sur le terrain. Donc, il va faire le tour. Donc déjà, rien que ça, il va déjà voir que ça change. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, dans une grande entreprise, on est tellement champion des indicateurs que je fais confiance pour trouver l'indicateur qui va bien. Voilà, et je vais conclure sur cette réponse. Je vous remercie.